Bonjour à tous, bienvenue sur la voie de passage ou bon retour sur la voie de passage. Voici un nouvel enregistrement pour vous. Petit rappel pour ceux qui nous connaissent déjà ou ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Pensez à enregistrer, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être informé de nos nouveaux enregistrements. Et puis, si à l'issue de notre conversation d'aujourd'hui, vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air et à interagir avec nous par le biais des commentaires. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous lire et de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'écran pour vous qui nous écoutez. Voilà, ce matin, on va continuer ce mode de discussion avec Odile et Catherine et voir où nous emmène cette discussion. Le point de départ étant, et j'ai envie d'interpeller Odile pour démarrer, en disant, à ton avis, quel est l'impact de la peur dans la situation que nous vivons collectivement aujourd'hui? Qu'est-ce qui te vient par rapport à ça? Pour te répondre, Denis, cette question m'apparaît tout d'un coup très vaste. Mais le mot qui me vient, c'est le physique. C'est-à-dire qu'en dehors même, disons que la peur, elle est très... Le fait du contexte actuel, la peur, elle est presque palpable. La peur environnante, elle est presque palpable. Mais nous avons, il n'y a pas de mais, nous avons déjà une faculté, une facilité à la gérer, notre peur, ou la peur quand elle arrive, en être conscient déjà. Et moi, c'est mon physique qui me vient, c'est que c'est tout de suite, l'impact pour moi, il est d'abord physique, d'une peur, quelle qu'elle soit. La peur, elle survient souvent. Elle nous étonne aussi, la peur. Elle est étonnante. On est persuadé que dans cette situation-là, on aurait peur. Ce n'est pas forcément le cas. Mais la peur, elle nous arrive à un moment parce qu'elle est en résonance avec nos fragilités, avec nos émotions, avec tout ça. Donc la peur, en fait, c'est d'être conscient de l'impact qui est intéressant. Parce que à ce moment-là, l'impact physique, c'est concret. Donc, nous pouvons avoir cet impact physique et le nommer, de dire, d'ailleurs, nous allons dire très facilement, ça m'a fait une boule au ventre, mon cœur s'est mis à battre très fort, j'avais plus de jambes, je me suis sentie complètement à plat. C'est drôle les expressions, c'est extrêmement drôle les expressions, mais elles deviennent concrètes par le physique. Alors, pour moi, une peur, quand elle m'arrive physiquement, c'est d'en prendre conscience et de mettre ma main presque à l'endroit où ça coince, je veux dire. Voilà. C'est l'effet physique de la peur que j'ai appris à gérer et qu'en fait, de trouver encore une fois le chemin, la voie de passage pour la gérer, cette peur, la dissoudre avant surtout de faire une action, parce que la réaction, c'est justement de faire l'action sur la peur. Voilà. J'aurais envie de dire un peu globalement comme ça. J'aime bien ce que tu dis sur le physique. Et là, pour le coup, en tant que mammifère, la peur est là pour nous aider à nous sauver par un processus naturel. Dès que la peur s'installe en nous, c'est une chaîne de réactions très concrètes physiquement, avec la production
de substances de stress qui sont là pour nous permettre justement de nous sauver ou de combattre. Et ça, c'est une ressource fondamentale pour la survie, mais qui, dans le règne animal, est censé être un temps très bref. C'est-à-dire que le lion qui est là, potentiellement pour se faire un 4 heures de qui je suis, eh bien, il n'est pas là tout le temps. Et c'est-à-dire que si moi, antilope, pas tout à fait ressemblant, mais je m'échappe et je m'en sors, très rapidement, je reviens à un état d'être normal. La grande différence avec l'humain et la civilisation humaine, et en particulier la période que nous vivons, c'est le maintien dans un état de stress permanent qui ne devrait être qu'une toute petite période de temps où le danger est présent. Là, il y a effectivement un narratif ambiant qui maintient beaucoup d'êtres humains dans ce processus de production de cortisol et tout ce genre de choses, mais qui a des conséquences sur la santé qui sont extrêmement dommageables. Notamment, on sait maintenant que l'ADN se rétracte. L'ADN se rétracte, le renouvellement des cellules s'arrête. Il y a tout un tas de processus internes qui sont extrêmement importants, et que si on maintient cet état de stress et de peur sur des périodes prolongées, eh bien, on ne donne plus à notre véhicule ce dont il a besoin pour se maintenir en santé. Donc, c'était ça ma réaction, et qu'effectivement, la peur, on peut la sentir physiquement, a priori. Ce que j'ai envie de compléter, en fait, en regard de ce que tu viens de dire, Denis, c'est cette notion que la peur est une survie nécessaire, même pour nous humains, une survie nécessaire, quelquefois, et que la peur, elle existe en tout cas, et qu'on ne peut pas on peut pas dire, par exemple, il y a un mot qui me choque, moi, c'est maîtriser ses peurs. Pour moi, c'est totalement absurde. Parce que la peur, c'est vivant, c'est simplement notre corps qui tout d'un coup se met en difficulté, oui, et puis surtout en fragilité même. La peur, elle fragilise toute la chaîne, en fait, elle fragilise toute la chaîne. C'est pour moi, c'est imparable que le physique a des indices. Même sur une petite peur, le physique a des indices. Notre organisme, alors après, peut-être on est plus ou moins à l'écoute de notre organisme. J'allais dire une écoute qui est là en parabole, hein, et cette écoute très exercée parce que, je ne sais pas, nous prenons le temps de nous arrêter, de nous tranquilliser, de nous relaxer régulièrement, qui fait qu'on a une plus grande conscience de notre fonctionnement et de sa fluidité ou sa non-fluidité. Ouais. Par exemple, en nommant les impacts que tu nommais tout à l'heure, c'est l'arrêt de la fluidité. C'est d'ailleurs ce que tu disais, c'est l'arrêt de la fluidité, et ces impacts, du coup, on peut les localiser. On peut les localiser. Et en tout cas, c'est notre seul accès, pour moi, de mon expérience, c'est le seul accès possible pour la faire s'effondrer. Parce qu'une peur, en fasciathérapie, nous disions que la résistance, il fallait la faire s'effondrer. Et la peur crée une résistance, et la résistance, il faut la faire s'effondrer. De façon à ce que la fluidité revienne au plus vite, et que ce soit qu'un moment très court, comme tu le disais, que ce soit un moment très court. Et voilà, la vie reprend, mais nous n'allons pas poser nos futures actions directes là sur cette peur.
qui fait une base, en fait, parce que comme elle fait une résistance, c'est pour ça que nous réagissons dessus. Donc, c'est intéressant moi, j'aime bien la mécanique, en fait, et j'aime bien le voir mécaniquement. Et tu voulais dire, Catherine, tu veux dire Oui, cette mécanique, effectivement. La peur se déclenche dans le système nerveux, sympathique ou parasympathique. Et par le système nerveux, elle va agir sur les organes, sur les hormones. Donc, on a une durée de maintien de la peur qui commence à être plus longue que dans le système nerveux. Le système nerveux, c'est électrique, donc c'est instantané. Quand on est dans les organes et dans les hormones, là, on est plutôt dans quelque chose qui est un peu plus long, qui se transmet par le sang et par la circulation. Donc, ça peut durer un certain temps. Denis, tu nous l'as dit avec beaucoup de pertinence, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que la peur va se communiquer aux cellules, à l'intérieur des cellules, jusqu'à l'ADN. Et quand l'ADN se contracte, la durée de maintien de la peur est encore plus longue. Ça veut dire que c'est pas seulement quelque chose qu'on peut faire assouplir instantanément. C'est quelque chose, il faut d'abord localiser à quel endroit dans le corps ça se produit. Est-ce que c'est dans le plexus solaire? Est-ce que c'est dans le cou, dans la nuque? Ou est-ce que c'est carrément dans l'équilibre? Et par la respiration, on arrive à tranquilliser localement. Mais après, il y a encore tout un ensemble de phénomènes hormonaux et dans la cellule, dans l'ADN, qu'il va falloir essayer d'écouter. Les phénomènes hormonaux, on peut les gérer, mais ce qui se passe dans l'ADN, c'est beaucoup plus subtil. Et là, on a besoin de s'intérioriser au niveau de la cellule elle-même, de nos cellules, pour ramener la paix à cet endroit-là, dans des niveaux de subtilité comme l'ADN. Et je pense qu'on n'est pas encore allé assez loin. Au-delà de l'ADN, la peur agit sur d'autres choses qui ne sont pas visibles à nous aujourd'hui, scientifiques, mais que peut-être un jour on découvrira. Donc la peur est quelque chose de complexe. Elle peut se tranquilliser localement par la respiration, par l'intériorisation, par des mouvements, du yoga, du tai chi, du qigong. On arrive à agir et à reprendre une tranquillité. Mais si on écoute, on sent que d'autres processus se sont mis en route. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui même par les méditations et le travail de gymnastique douce, n'arrivent pas à tranquilliser leur peur parce que les processus sont beaucoup plus profonds. Et là, il faut agir différemment. Un processus hormonal se traite différemment. Ce n'est pas la respiration simplement. C'est une pratique de vie, peut-être d'hygiène, qui doit se mettre en route. Et quand plus on agit sur l'ADN, c'est encore autre chose. Il faut agir différemment. Ça me faisait penser, et quand tu dis la propagation dans l'organisme, ça me connectait à la propagation de la peur entre les personnes. Et voilà, ce qu'on sait par exemple de ce qui se passe dans un avion pour contrôler une panique, c'est de faire en sorte, si une personne commence à paniquer, de faire très attention parce que c'est contagieux. Et là, peut-être de voir, est-ce que ça a à voir avec notre rôle à nous trois et à tellement d'autres personnes pour aider. On sait aussi que lorsqu'on a peur, parler à quelqu'un va
va pouvoir avoir un effet aussi très bénéfique pour nous apaiser, nous tranquilliser, ou nous permettre de changer de focus et de trouver un point d'intérêt qui soit lié à, au contraire, la confiance plutôt que la peur. Est-ce que vous avez ce sentiment que l'un des rôles qui peuvent être les nôtres aujourd'hui, c'est justement aussi d'être là à l'écoute et de pouvoir aider les gens à avoir moins peur? Oui, oui, et ce que tu dis là, au niveau de notre rôle à tous les trois et de mon rôle en particulier, exercer pour accompagner, par exemple, puisque c'est notre métier, accompagner, on prend l'état des lieux, on prend l'état, j'ai envie de dire, de la matière aussi. C'est-à-dire, c'est vrai que l'écoute, et elle nous nécessite, et elle me nécessite forcément de travailler une écoute beaucoup plus profonde, une écoute qui exerce l'acuité des sens, qui va exercer l'acuité des sens et qui va exercer un ressenti beaucoup plus subtil, beaucoup plus global de la matière, de la personne qui est en face. Et donc, je vais percevoir si cette personne est à mal. Je n'ai pas d'avis là-dessus, jamais, de moins en moins, voire même sur quelle manière on va s'y prendre. Parce qu'on va s'y prendre ensemble. Quand la personne en face peut écouter au plus profond d'elle-même, même si elle n'est pas habituée, elle est concernée, et là, elle va nous transmettre. Elle va nous transmettre où est sa peur, où est sa difficulté du moment, mais elle ne va pas parler de l'histoire, elle va parler de son état, l'état d'être. En fait, je pense que peut-être que notre particularité, c'est ça aujourd'hui, c'est vraiment de mettre une priorité sur l'état d'être dans notre accompagnement, de ne pas vouloir trouver une solution à la personne. Donc, je ne sais pas, parce qu'elle peut venir avec un problème très concret en disant moi, je suis mal dans mon travail, je veux changer de travail. Elle a déjà, voilà, il y a plein de choses qui sont en émulsion. Et je viens te demander de m'aider là, à cet endroit-là. Et là, on est obligé de lui dire, là, dans un premier temps, non, on ne peut pas faire ça comme ça. On serait très à l'extérieur. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que les nouveaux accompagnants, et moi, je ressens ça très profondément pour moi, nous sommes tenus, et tous les thérapeutes, en fait, sont tenus d'aujourd'hui être en exercice constant de leur fluidité, de leur bien-être, d'appliquer ce qu'ils souhaitent appliquer aux autres. Et peut-être que ce n'est pas appliquer qu'ils vont faire après, ça va être autre chose. De plus en plus, en avançant, je me rends compte que la personne qui est en face de moi, je la sollicite de plus en plus. C'est-à-dire, c'est elle qui se met en travail et non pas moi qui lui apporte quelque chose de plus en plus. Et je suis sûre que vous me... Et c'est peut-être une nouvelle génération. Je suis sûre que vous êtes en accord avec moi et que c'est comme ça que vous procédez. Mais c'est intéressant de voir que nous sommes quand même contraints, forcés, j'ai envie de dire, mais là, d'une bonne façon. C'est la vie qui nous contraint, qui nous force à être plus performants, plus expérimentants, s'expérimenter vraiment soi-même pour pouvoir rentrer dans l'expérience. Sinon, quelle prétention, qui je suis moi pour pouvoir aider l'autre. Et pourtant, je vois bien que je l'aide. Donc, c'est cette subtilité qui nous demande à nous une immense simplicité et pas d'étaler nos performances. Moi, j'en sais rien. Si j'ai des performances, la performance m'échappe, j'ai envie de dire. Et là, j'en suis ravie et je la reconnais. Mais je ne peux pas vous dire publiquement je suis quelqu'un d'extrêmement performant. Non, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens aujourd'hui. Ouais. Donc, je trouve que ça bouge beaucoup les choses par rapport à c'est pour ça que je dis toujours en plaisantant, je ne suis pas peute.
Parce que le peut, il a un thérapeute, fascia, thérapeute, peut, on entend peut. Et le peut, qu'est-ce qu'il veut dire? Et j'ai dit, moi, je ne me ressens pas peut. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Et quand je t'entends utiliser le mot performance, ça semble tellement incongru dans la conversation, le mot performance. Ça, vraiment, pour moi, c'est un mot vide de sens dans le contexte que l'on évoque, c'est-à-dire de quelle manière notre incarnation, le fait d'incarner l'exemple, les valeurs et le soin pour soi-même est à la base de ce qui va être aidant pour l'autre. Et que là, on est bien au-delà des peutes dont tu parles, qui ont fait de leur mieux depuis des dizaines d'années, mais particulièrement sur un plan mental. Et que là, moi, ce que je vois en écoutant ce que tu dis, Odile, c'est passer du mental au vivant incarné dans un instant présent. Et que c'est là qu'est le vivant. Le vivant ne peut qu'être vivant dans cet instant présent. Moi, je dirais le vivant dans toute sa simplicité. Ouais. Parce que les peurs, quand une peur surgit, c'est difficile de s'en extraire. Ça submerge, ça remplit tout. Et pour aider une personne qui est dans cette peur, c'est pas une technique qui peut le faire, c'est pas quelque chose de mental ou d'appris. C'est simplement de parler, c'est simplement d'être à côté de la personne, c'est simplement de la toucher et c'est simplement de mettre la main à un endroit bien particulier. Ça peut être le ventre, ça peut être l'épaule, ça peut être le cou. Et même une très grande peur, la peur de quelqu'un qui sent qu'il va mourir. Moi, je l'ai vécu. Il a suffi de prendre la main de cette personne pour que la peur fonde dans un mouvement très, très beau, très, très vivant. Et la peur a disparu, comme si elle comprenait que le vivant était là et qu'elle n'avait plus de place. Et juste prendre la main, ça suffit. Donc, il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il y a juste besoin d'être un humain dans toute son humanité. Et là, c'est vraiment là aussi toute l'importance du lien par rapport à ce qu'on a pu traverser depuis 1 an et demi, à travers des confinements, de beaucoup de séparation physique, séparation sociale. C'est cette notion de mise en lien et de quelle manière nous nous aidons les uns les autres par le lien vivant. Tu mentionnes le toucher et ô combien il est important, cette notion de sentir que, voilà, je ne suis pas seul, perdu dans cette chose qui fait si peur. On est en lien, on est tous vivants, avec un vivant exprimé différemment, mais on est là les uns pour les autres. Et pour moi, ça, c'est un point absolument fondamental. Essentiel, fondamental et essentiel. Mais c'est quand même curieux que parfois, pour arriver à cette justesse-là, parce que là, ça nécessite quand même une grande justesse de compréhension de notre fonctionnement vivant, il nous faut passer par des passages scabreux, des passages au but,
si on ne bute pas, on ne revient pas vers cette... et ça, c'est très, très curieux parce que cette chose, elle est... Moins on est conscient, plus on a besoin de buter. Donc, moi, je déduirais ça aujourd'hui. Plus on est conscient, plus on peut se dire que l'expérience ne passe pas forcément par quelque chose de pénible ou d'horrible ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire, plus on est conscient, plus on peut, l'extérieur, on peut s'y extraire si l'on veut. Si l'on n'est pas conscient, on est atteint par la peur, par beaucoup de choses, par l'extérieur, par tous les impacts de l'extérieur. On est atteint, mais violemment atteint. Plus on est conscient, plus on apprend. C'est pour ça que je parlais de gestion tout à l'heure des émotions, parce que la gestion de notre vivant, qui est pas... Alors, heureusement qu'on a un corps, parce qu'au moins on a les limites. On a les limites, mais le vivant à l'intérieur de ce corps, il est rassemblé, il est épars, il est entrechoqué, ou il est arrêté à des endroits. Et ce vivant, plus il est unifié, plus il est consciemment unifié, plus il devient, plus c'est mon choix d'aller me jeter dans le mur, si j'ose dire. Plus c'est mon choix d'éviter quelque chose qui est en train d'arriver. Ça me fait penser, ça je parlais de l'acuité des sens tout à l'heure, j'ai l'image du tsunami qui s'est passé, je ne sais plus là, en Thaïlande, ou je ne sais plus où, le gros tsunami qui s'est passé, où en fait toute la gente animale avait entendu qu'il se passait quelque chose. Elle n'a pas attendu de voir quoi. La gente animale, elle avait tous ses sixièmes sens et ses septièmes sens pour partir. Et l'homme, la nature humaine, était en train de faire des pâtés de sable sur la plage en disant « Oh, la belle vague !» Et là, on se dit « Waouh !» J'exagère quand je dis ça, mais c'est pour donner le contraste que nous avons perdu l'acuité de nos sens. Et que par rapport à gérer la peur et tout ça, nous avons besoin de remettre en route reprendre l'acuité des sens, nos cinq sens, bêtement nos cinq sens déjà, et le ressenti qui est la conjugaison de ces cinq sens. Et là, notre société, enfin notre éducation, tout notre cadre de référence, nous a un peu endormis, nous a un peu endormis nos cinq sens. Mais il se réveille très bien. C'est ça qu'il faut dire, se dire et dire, c'est que nos cinq sens se réveillent très bien et qu'on reprend l'acuité des sens. Et que notre sixième sens est là, tout prêt à être officier, il est prêt à officier. Tout à fait. C'est vraiment un aspect important à mon sens, et particulièrement sur une société qui nous a conditionnés de manière extrêmement efficace sur la notion de rationalité et donc de vérification, une approche plutôt scientiste que scientifique, et où une intuition n'a pas sa place. C'est-à-dire, effectivement, l'utilisation ouverte et très à l'écoute des sens va donner des informations qui ne sont pas vérifiables dans l'instant, mais qui peuvent te sauver la vie. Ce que tu mentionnes de ce tsunami, c'en est la démonstration, c'est-à-dire, tu as l'information, c'est pas la peine d'aller faire une étude randomisée en double aveugle pour vérifier. C'est de dire, c'est maintenant. Ce que je sens est valide, et c'est donc de savoir, est-ce que je crois, est-ce que je fais confiance à des choses que je ne peux pas expliquer. Et du coup, il se manifeste tellement de choses potentiellement en nous qu'on ne peut pas expliquer. Eh bien, voilà des ressources, mais en quantité phénoménale pour nous aider à traverser des situations parfois difficiles.
Ouais. Et gagner en solidité, on en revient toujours au même, gagner en solidité, hein, d'être là, présent, conscient, et d'être et qu'en fait le plaisir, la jouissance, le bonheur ne peuvent être que dans le présent, que dans le vivant. Ça n'existe pas ailleurs. Donc c'est l'art de vivre au présent qui nous permet d'être heureux parce que de mieux gérer nos peurs, de mieux gérer, pour revenir à la peur. La peur, elle est beaucoup avec la surprise, et il y a moins de surprise quand on est conscient, quand on voit. Si je vois un chien, je sais que c'est pas un loup, donc je vais pas me faire peur à me dire qu'il s'agit d'un loup, que j'ai peut-être vu énergétiquement. C'est très intéressant, et parce que ça donne un accès à cette, ça donne un accès à mieux gérer sa vie. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué de mieux gérer sa vie aujourd'hui qu'hier et que demain. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est même amusant, c'est comme un entretien, c'est comme une hygiène de vie, etc. Et tout est là, voilà. Tout est là pour chacun de nous, au-delà de nous trois, bien évidemment. Tout est là pour chacun de nous, donc c'est relativement simple de faire prendre conscience à l'autre que voilà, c'est quelque chose qu'on n'est plus au temps même de la dualité, qu'on est au temps de la réunification, de l'unité, et pas voilà, et de dire, et c'est pas l'autre qui sait pour toi, c'est pas l'autre qui sait pour toi, toujours cette chose que l'on dit, que l'on répète. L'autre ne sait rien pour toi. Moi, je ne sais rien pour toi, a priori, on peut ensemble on va faire des choses. Et c'est réellement ça qui donne beaucoup d'espoir, quel que soit ce qui se vit à l'extérieur. C'est vraiment beaucoup d'espoir que de voir que là, cette situation nous ramène à revenir à nous-mêmes, à rester avec eux, à dire mais qui je suis en fait, les questions essentielles. Qui suis, où vais-je, pourquoi je suis là? Et non pas c'est pas bien dehors et ça devrait être autrement. C'est de dire mais qu'est-ce que je fais moi dans cette galère? Certes, mais qu'est-ce que je fais moi? Et là, du coup, il y a quelque chose qui peut prendre du sens pour chacun de nous, vraiment. Et puis, à nous apprendre, à nous reconstituer, à nous construire, à nous solidifier, à nous réunifier avec nous-mêmes, à nous réconcilier avec nous-mêmes, parce que des fois, ça va jusque-là, bien évidemment. La chose que j'aimerais ajouter à ce que tu viens de dire, et pour revenir à la notion de propagation sur laquelle Catherine a parlé tout à l'heure, là aussi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans quelque chose de très concret sur le fait de dire, moi, qu'est-ce qui est présent en moi? C'est-à-dire, quel type d'émotion, de ressenti est présent en moi, et donc de quelle manière je contribue à la vibration générale, à l'inconscient collectif, j'ai presque envie de dire. Et ma responsabilité individuelle, c'est justement d'être conscient, comme tu dis, Odile, aussi de ce que je porte en moi et de ce qui est présent en moi. Si ce sont des énergies de peur, il ne s'agit pas de les refouler, mais de cultiver des énergies, des sensations qui ont plutôt à voir avec l'amour, avec la compassion, avec cette impulsion qui va donner envie de prendre la main de l'autre. Et que dans cette impulsion de prendre la main de l'autre, ce n'est pas la peur là, c'est pas la peur, ça va être de la douceur, de la tendresse, de l'amour, quelque chose qui justement va aller dans un plateau de la balance qui penche vers la lumière, vers le choix, vers l'ouverture, vers une humanité vivante et qui peut se reconnaître entre les différents morceaux.
si vous avez envie de rebondir là-dessus, je regarde simplement le temps de notre enregistrement. Catherine? Oui, juste, nous portons en nous la responsabilité d'être en paix. Nous portons aussi la responsabilité de transmettre cette paix. Et là, je vous pose une question. Est-ce que nous portons là aussi la responsabilité de rendre visible à l'autre qu'il porte en lui la peur, qu'il n'a pas cette paix? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on doit aller là, c'est-à-dire montrer à l'autre que là, en ce moment, il est dans la peur et qu'il a lui-même une responsabilité? Tu veux une réponse? Tu veux une réponse, Catherine, de ça? Eh bien, écoute, moi, je pense que déjà, d'être en paix à l'intérieur de nous et de transmettre cette paix, de la rayonner, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un acte de présence. Et je crois au fait que cette présence confiante et aimante et bienveillante va se sentir, et que les personnes qui peuvent la sentir, mais il va y avoir une propagation dans l'autre sens de la peur, une propagation de confiance et de bienveillance, j'y crois. Mais face à quelqu'un qui est dans une peur extrême, la rendre visible, je ne suis pas sûre que ça puisse l'aider. C'est une vraie question. Pour moi, il n'y a pas de réponse binaire, surtout là sur ce que tu viens de dire. Parce que tu le sais mieux que personne, quelquefois on va être amené à faire miroir, mais on va mettre un miroir doux, c'est-à-dire un miroir qui peut être acceptable pour l'autre. On va s'en assurer chaque fois, mais quelquefois c'est nécessaire. Et j'ai envie d'ajouter, je me suis retrouvée quelquefois à devoir faire un électrochoc salutaire. Donc, ce n'est pas une réponse exacte sur ce que tu dis, mais c'est une réponse plus globale en fait. Et que l'on gère, on est dans le subtil, donc on ne peut pas... alors lui, il est comme ça, il ne va pas comme ça, donc ce qu'il faut faire, il n'y a pas autre chose à faire, c'est ça. Non. Et bien sûr que non. Et quelquefois, en effet, on va laisser la plaie, on va laisser quelque chose en effervescence parce que ce n'est pas touchable. C'est comme une plaie brûlante, ce n'est pas touchable pour le moment. Soit on va mettre du baume, soit même pas, soit on va juste faire ce que tu dis et que inconsciemment, ça aura fait quand même son effet. Ce que tu dis de lui donner de l'amour, du doux, voilà. Et la personne, elle est en demande souvent, elle est en demande sur le vif. Donc, c'est tentant de lui dire, ben oui, ce vif-là, ça fait ça, mais ça, c'est violent, quoi. Et donc, non, bien sûr, j'ai envie de dire non, mais pas un non catégorique dans le sens où amener quelque chose de subtil pour quand même peut-être amener l'autre à réaliser que sa peur est en train de se calmer, ou de lui donner le chemin inverse et non pas ta peur, elle est comme ça, mais ta peur est en train de se calmer, donc la personne, elle voit ce qu'elle voit, c'est à la limite, ça ne nous regarde pas. Ça peut être aussi simplement de remettre une personne en contact avec le fait que même si là, tout de suite, maintenant, c'est la peur qui est là, mais que la paix habite là aussi. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas la victime de quoi que ce soit à l'extérieur, mais tout est là à l'intérieur de moi. Bien, mesdames, merci beaucoup à Catherine et Odile. Merci à vous de nous avoir regardés. S'il vous plaît, postez-nous des commentaires, dites-nous
si ce que nous faisons est utile, si ça vous touche, si ça peut soulager, si nous continuons dans la même direction, n'hésitez pas à partager avec nous et à nous aider à trouver la voie de passage pour jouer notre rôle. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne et d'appuyer sur la petite sonnette pour recevoir nos prochaines émissions. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.